Les Audacieuses, c'est le premier podcast Société de Podcasters Média. Il recueille les confidences de femmes de tous âges, de toute culture, de tout milieu, qui un jour ont osé. Alors ces femmes audacieuses, je les invite à mon micro. Je suis Carole Renucci, journaliste, et pour moi aussi, l'audace est un carburant. J'ai été enseignante à la campagne, dans les banlieues, dans le 20e arrondissement de Paris, puis rédactrice en chef d'Enfants Magazine, avant de devenir directrice de Notre Temps, le premier magazine français avec ses 5 millions de lecteurs. Aujourd'hui, je dirige Podcasters Média, j'anime le podcast Les Audacieuses et je suis surtout très fière et très heureuse de vous retrouver tous les 15 jours pour une nouvelle vie et un nouveau défi. Derrière Audacieuse, il y a la volonté, il y a le courage, il y a l'envie et il peut y avoir du plaisir. Donc Anne Chapironiel, j'ai 64 ans. J'ai démarré ma vie professionnelle à l'âge de 21 ans en créant mon premier bureau de presse. J'étais alors spécialisée dans la haute couture, le prêt-à-porter homme, femme, enfant et j'ai lancé les premiers magasins Sephora à Paris et ça marchait très bien. Sauf que j'ai rencontré mon mari à 21 ans. J'ai tout fait en même temps. J'ai eu 2 enfants très vite. Et en fait, c'était une époque très, très particulière où, pour se créer un carnet d'adresses, il fallait sortir tous les soirs. Et on se retrouvait dans des lieux un peu mythiques de la capitale. Et sauf que, mon mari, il avait pas signé pour ça. Donc, il a été assez clair. Il fallait que j'arrête ou que je change ou que je m'adapte ou que je vive une vie normale avec un mari quand même quelques soirs par semaine. Et donc, j'ai décidé de faire une cessation d'activité. On m'a proposé tout de suite un poste d'attaché de presse dans la bande dessinée aux éditions de Lombard, où je suis allée, j'y suis restée 3 ans. J'ai connu l'âge d'or de la BD, où il n'y avait pas un village, un bourg, une ville qui ne faisait un festival de la BD avec les plus grands noms de la BD comme Rosinski. J'ai rencontré Van Hamme, j'ai Cosette, Tibet, voilà, tous ces gens-là. C'était quelque chose assez fou. Et puis, comme ça se passe très souvent dans les métiers de la communication, dans une manifestation, le livre sur la place à Nancy, un directeur avec qui je déjeunais m'a convaincu de changer de maison d'édition et de le rejoindre aux éditions Marabout, qui appartiennent toujours au groupe Hachette Livre. Et donc, je suis rentrée comme attachée de presse. Puis après, j'ai monté les échelons, responsable de communication, puis directrice de relations extérieures. Et en 2012, c'est-à-dire il y a 9 ans, j'ai décidé de reprendre ma liberté, de recréer ma boîte. Entre-temps, mes enfants mariés, de nombreux petits-enfants et l'envie de travailler comme j'avais connu quand j'avais 21 ans, avec des missions qui me plaisent, avec un sentiment de liberté, qui est en fait un sentiment assez vain parce qu'on travaille beaucoup, mais on travaille différemment. Tu as fait un pas de géant, là, Anne, entre le moment où tu étais, on va dire, dans la mode pour faire vite et où ton mari t'a dit stop, autre chose. Combien d'années se sont écoulées dans ta période édition entre ces deux boîtes, ces deux éditeurs de BD et Marabout inclus? C'est un tunnel, si je puis dire, de combien d'années? Eh ben, en fait, je suis rentrée aux éditions du Lombard en 83 et j'en suis ressortie en 2012. Voilà, donc ça nous fait quand même quelques 3 décennies, hein, Ouais. si je compte bien. Donc Ouais. c'est pas rien. Alors parle-nous un petit peu de tes enfants parce que effectivement on est passé de la jeune femme qui s'est mariée, qui était effectivement très active. Tu as eu une vie de famille, tu as eu des enfants. Combien? En fait, c'est très drôle parce que quand je vois mon parcours, je me dis au fond, on n'a jamais rien fait comme tout le monde. On s'est connus jeunes, on s'est mariés jeunes, on avait 3 enfants à 28 ans, on avait plein de galères, plein de soucis. Mon mari a repris des études, moi mon père a fait faillite. Enfin, c'était Puis finalement, on a continué notre route. Aujourd'hui, on a 3 enfants. Alors j'ai été grand-mère, j'ai marié ma fille à 50 ans. En même temps que je passais le concours de l'ESCP où je faisais un master marketing et communication, c'est très drôle et je le dis parce que en l'espace de 18 mois, tout en travaillant et en faisant ce master, je suis passée du rôle de la mère qui mariait sa fille à celle de la grand-mère
puisque j'ai eu ma première petite fille avec les applaudissements de ma promo moyenne d'âge 35 ans quand moi j'en avais 50 quoi. Et donc c'est des souvenirs très heureux et en même temps je me dis aujourd'hui avec le recul, on a toujours été atypique, on n'a jamais fait les choses comme tout le monde et on s'est retrouvés grands-parents, parents de 3 enfants relativement jeunes. Ensuite, grands-parents relativement jeunes, puisque on a marié nos 3 enfants entre l'âge de 50 et 55 ans. Et aujourd'hui, à 64 ans, ma première petite fille va avoir 12 ans. Et on en a 8. Et l'aîné de nos enfants, 41 ans bientôt, 39 ans bientôt et 37 ans bientôt. Alors, un fonctionnement un peu atypique, tu le dis toi-même, mais est-ce que tu te sens quand même appartenir, pardon, à une génération? Est-ce que autour de toi, il y a beaucoup de gens, des gens qui te ressemblent? Je vois des profils de femmes, mais en fait, moi, j'ai démarré ma vie professionnelle à une époque des superwomen. C'était les années 80. Donc, les superwomen, c'était des femmes qui regagnaient leur liberté, qui très souvent, voilà, se séparaient, divorçaient, voulaient exister et ne voulaient pas exister à travers un mariage, un mari, une situation financière. Elles voulaient exister pour elles-mêmes. Et en fait, tout ce qui faisait la vie de tous les jours, la vie quotidienne, était des sujets ringards. C'est-à-dire que être avec le même homme pendant très longtemps, c'était ringard. Je me souviens d'une journaliste qui m'avait dit 3 enfants du même père avec un air de dégoût épouvantable. Voilà, s'occuper de ses enfants, c'était ringard. Si on avait le malheur de faire une blanquette de veau, c'était ringard. Si on tricotait, si on brodait, si on s'occupait de son jardin, c'était ringard. Et puis subitement, fin des années 90, début des années 2000, tous ces sujets-là sont devenus hyper tendance. Donc moi, j'ai eu le sentiment d'être un peu la rebelle d'une génération de femmes superwoman dans laquelle je me reconnaissais pas. Parce que j'ai adoré m'occuper de mes enfants, j'adore toujours cuisiner, j'ai brodé, tricoté, fait des tas de choses, et ça m'a pas empêché de travailler. Et puis quand c'est devenu hyper tendance, je me reconnaissais pas non plus, puisque moi c'était mon quotidien. Donc je faisais pas ça pour être à la mode. J'ai toujours fait attention à ce que je mange, j'ai toujours fait ce qu'on appelle du batch cooking aujourd'hui, de la cuisine à l'avance, mais je, je me revois avec mon mari peler des pommes le dimanche soir pendant 2 heures pour faire des compotes de pommes pour chaque jour de la semaine, y compris pour les soupes. Enfin, voilà, j'ai toujours eu le sentiment qu'il y avait une évolution des femmes qui était incontestable, mais que moi, j'étais toujours en décalage par rapport à cette évolution. Et encore aujourd'hui, je me sens en décalage parce que la société nous traite au-delà de 60 ans comme des has-been où on n'a pas grand-chose à faire ou à prouver, alors que moi, je me situe sur le terrain de la transmission. J'ai encore envie de faire plein de choses. Je pense que mon expérience peut intéresser énormément de gens et en même temps, je donne des cours à des étudiants de 22, 23 ans et ça fait 25 ans que je donne des cours. Et donc, je me suis nourrie de ces étudiants qui aujourd'hui sont eux-mêmes des chefs de famille, pas encore grands-parents, mais pas loin, loin, hein. Alors quand tu dis que, il faut te positionner par rapport à cette envie de vivre, cette envie de vivre, et de montrer, de faire profiter les autres de tes compétences, parce qu'en fait c'est ça. Est-ce que tu as le sentiment que ce n'est pas quelque chose qui est facilement accepté ou bien vu des autres? Je pense que c'est aujourd'hui difficile. C'est-à-dire que et ça dépend vraiment je dirais, du manager central, du PDG, de la direction générale. Voilà, je pense que c'est un état d'esprit. Je vois des quadras qui me regardent et à qui visiblement ils n'ont absolument pas envie que je leur apprenne quoi que ce soit. Et puis en même temps, j'en rencontre d'autres qui sont fascinés et qui ont envie d'échanges, de rendez-vous. Voilà, donc je crois pas qu'on puisse généraliser, mais il y a une certitude, c'est que, et surtout dans les métiers de la communication, vieillir n'est pas la panacée. Voilà. Donc on a une vision rétrograde et très ancienne de l'âge, et à travers l'âge,
on met un caractère, une attitude, alors qu'il y a des jeunes de 40 ans qui sont dans la routine et qui sont, à mon avis, déjà très vieux, et il y a des gens de 70, 75 ans qui ont une pêche d'enfer. Donc, je crois pas. On est en France dans une forme d'illogisme qui est très très loin des Asiatiques, puisque pour eux, vieillir, c'est savoir. Chez nous, vieillir, c'est sortir du cadre. Voilà. Et pour moi, c'est quelque chose qui m'est insupportable. Et pourtant, il y a quand même de plus en plus de seniors, comme on les appelle, qui sont extrêmement actifs. Ça, tu les entrevois, tu les vois autour de toi? Mais bien sûr que je les vois, et en plus, je les trouve formidables. D'abord, ils sont actifs, et j'allais dire que on a un peu trop tendance à considérer que les seniors sont des grands-parents qui vont uniquement s'occuper de la garde des petits-enfants. Il y a ça, mais il y a plein d'autres choses. Moi, j'ai fait un trek dans le désert avant le Covid avec des groupes de femmes. La plus âgée avait 72 ans. On a fait 100 kilomètres en 5 jours dans le désert, en dormant dans le désert, en se lavant avec un demi-seau d'eau. Et il y avait des 72, 70, il y avait que des femmes, 25 femmes. Et moi, j'étais au milieu, et j'avais embarqué ma fille de 36 ans dans cette aventure. Et il y avait la fille, ce qu'on appelle une trekkeuse, donc, qui avait 28 ans. On a constitué un groupe incroyable de tous les âges, tous les modes de vie, toutes les régions, tous les métiers, et c'était magique. Et je vais même dire une chose, c'est que celle qui a fini et qui a franchi la ligne d'arrivée dans les premières, c'est celle de 72 ans. Pourquoi? Parce qu'elle a une forme, elle est olympique, elle est bretonne, et elle fait du longe-côte, euh, donc voilà, en bord de mer. Et donc, je veux dire, voilà une vision complètement dingue. Et honnêtement, moi, je l'ai fait 2 ans de suite, mais la première année, j'ai galéré, j'étais vraiment dans les dernières. Et la deuxième année, en 2019, bah, j'ai terminé dans le trio de tête. Voilà. Alors, et peut-être même que la prochaine fois, la troisième fois, tu seras carrément en tête. Alors, revenons, J'en si sais tu veux, rien, mais revenons. tout ça pour dire que là, n'est pas un frein à une action quelle qu'elle soit. Alors, Anne, revenons, si tu veux bien, à ta sortie de cette grande entreprise, Hachette, Marabout. Tu quittes le navire, tu as la cinquantaine, hein, si mes calculs sont bons. Comment Ouais. c'est vécu de l'extérieur? Et puis, parle-nous aussi de la poursuite de ton activité, puisque tu as créé ton entreprise. Alors, déjà, départ, de quelle façon c'est vécu par l'entourage? Quand je dis l'entourage, c'est aussi au sens large, hein, forcément. Est-ce qu'on te dit que tu es complètement dingue, par exemple? Et quelle est la réaction par rapport à la création d'entreprise? Alors, autour de moi, je vivais mal depuis 3-4 ans, une situation très compliquée avec une direction générale, voilà, qui ne m'avait pas donné mon titre. Donc, c'était son N+1 qui m'avait nommée directrice de relations extérieures. Je ne sais pas si c'est la cause, mais en tout cas, c'était extrêmement compliqué. Et dans la communication, c'est excessivement difficile de faire un métier de communicante quand on n'a pas la confiance totale d'un dirigeant. Et malheureusement, c'était mon cas. Donc, à un moment donné, je me suis dit que il fallait absolument que je me sorte de cette situation, et que j'avais tout pour être heureuse, et que je l'étais pas. Donc, si je l'étais pas, il fallait que je reprenne les rênes de ma vie, et que je. Donc, ça a vraiment été un concours de circonstances. Dans un cadre privé, dans un dîner, j'ai rencontré quelqu'un qui s'appelle un avocat médiateur. Et puis, j'ai un peu discuté avec lui, et j'ai réalisé que ce que je vivais était terrible, et qu'il fallait que je me sorte de cette situation. Donc voilà, j'ai fait ce qu'il fallait pour reprendre ma liberté. Et Tu avais autour quel... de moi, Anne, tu avais j'ai quel âge? Tu peux nous repréciser ton âge à ce 55 moment? ans. D'accord. 55 Ah oui. ans. Et donc, tout le monde me voyait partir jusqu'à la retraite. Je suis pas convaincue que Marie, enfant, ait vraiment compris, en se disant, mais bon, pourquoi elle fait ça, quoi? Voilà. Il voyait bien que j'étais pas bien, mais c'était un peu, voilà, repartir sur une vie professionnelle à 55 ans, il y a plein de gens qui te signeraient un papier en te disant c'est impossible. Donc après, ben, comme moi j'avais l'expérience de mes 21 ans, où je l'avais déjà fait, ben, j'ai fait appel à un expert comptable, j'ai monté les statuts de la société,
J'ai réfléchi à comment je pouvais me repositionner. J'ai quand même fait une petite dépression qui a duré 2 mois où j'ai beaucoup pleuré, mais c'était très bien. En fait, c'était très sain parce qu'il fallait que j'évacue ce trop-plein de tristesse qui était le mien. Et enfin, j'ai toujours écrit. Et donc, j'ai commencé à poser des statuts de club, d'envie, de créer des choses. Et en fait, ça naît pour des raisons, je dirais, juridiques. Ça, pendant 4 mois, il a fallu, j'avais pas le droit de dire enfin, ce qui se passait. Donc, du coup, il fallait que je m'occupe, quoi. Et je me suis occupée en réfléchissant, en allant sur Internet, en surfant, en me nourrissant, voilà. Et puis après, cette période de 4 mois, j'ai commencé à contacter les entreprises qui pourraient être intéressées par ce que j'avais créé. Et bingo, tout le monde a été partie prenante. J'ai eu plein de missions tout de suite. Les gens se sont dit mais nous, on a envie de profiter de ce qu'elle sait faire. Les écoles de commerce ou de communication m'ont doublé, m'ont triplé les cours qui étaient les miens. Et voilà, les choses se sont faites, je dirais, assez naturellement. Et du coup, j'ai renoué avec cette façon de travailler de nomade que, en fait, j'adore. Ça fait combien d'années maintenant que tu travailles de cette façon-là, Anne? Eh ben, j'ai fêté sur LinkedIn mes 8 ans de ma société. Eh bien, bravo, félicitations. Est-ce que tu as conscience que c'est un message, d'une certaine façon, que tu envoies à un certain nombre de personnes qui effectivement ressentent un malaise ou un ras-le-bol de leur vie professionnelle, surtout arrivés à la cinquantaine où les choses peuvent être un peu compliquées, l'autre répétitive. Là, toi, tu t'es acheté un sas de liberté finalement, où tu as pu t'exprimer et exprimer tes savoir-faire et tes compétences, et avec réussite, puisque derrière il y avait toutes les compétences qui allaient bien. Même si tu es une espèce de profil atypique, est-ce que tu as conscience que tu peux être vraiment source d'espoir pour beaucoup d'hommes et de femmes? Je sais pas si j'en ai conscience, mais ce que je vois, c'est que les gens se mettent trop de freins. C'est-à-dire que tu as beaucoup de gens qui râlent, qui disent j'en peux plus, je ne supporte plus, je ne veux plus. Mais à un moment donné, on peut pas être dans la négation comme ça. Il faut vraiment se poser la question je veux quoi? Après, il faut pas non plus se croire investi de toutes les qualités, de toutes les performances. Moi, je reconnais humblement que j'ai appris énormément de choses ces 8 dernières années et que chaque année, j'apprends d'autres choses et que j'ai pas la prétention de me dire aujourd'hui, ce que je sais faire aujourd'hui, je vais faire la même chose demain. Non, j'essaye d'optimiser et je pense que beaucoup et surtout les femmes se freinent parce qu'elles ont le sentiment qu'elles sont pas capables. Et je crois que ça remonte à j'ai presque envie de dire à l'enfance ou à l'adolescence, où on leur a pas donné ce sentiment, voilà, de croire en elles. C'est vraiment et moi j'ai une chance inouïe dans ma vie, c'est que j'ai un mari qui a toujours cru en moi. Et quand je m'écoute un peu parler en disant je suis pas capable de ci, je suis pas capable de ça, il me dit mais si arrête, voilà. Et en fait on constitue une équipe. Et je crois que c'est ça qui est le plus important, c'est que il faut aussi s'entourer de gens qui sont capables de vous propulser, de vous aider, de vous. Par exemple, moi, j'ai énormément aidé des gens là pour qui justement le passage de la cinquantaine a été très très mal vécu en entreprise, où on les vire quoi, littéralement parce qu'ils coûtent trop cher et à chaque fois, j'étais surprise parce que ils venaient vers moi en me disant bon, tu sais, finalement, je vais toucher mon chômage, puis après, je vais être auto-entrepreneur. Je dis mais pourquoi auto-entrepreneur? Pourquoi ne pas monter une société? Pourquoi tout de suite imaginer que tu vas limiter tes revenus, etc. Et il y en a plein à qui que j'ai adressé à mon expert comptable et qui ont pris confiance en elle et qui se sont dit mais oui, pourquoi pas, et pourquoi pas faire une formation à 50 ans, et pourquoi pas renouer avec quelque chose qui m'a toujours fait envie et je me suis toujours freinée et je ne l'ai pas fait. Et comme par hasard, les gens qui font ces choix-là, eh ben ça marche. Donc il faut, je sais pas si c'est un exemple, mais il faut à un moment donné
se dire que on a, un, tous le droit au bonheur, et deux, tous le droit de se lever le matin et d'avoir envie de faire un métier qui nous plaît. Moi, j'ai la chance d'être passionnée par mon job depuis que je l'exerce, mais vraiment, j'adore ce que je fais, j'adore être un go-between, un intermédiaire. Ça m'a pas empêché d'écrire 5 livres. Je sais aussi agir en mon nom et prendre mes décisions pour aider pour une association, pour voilà. Mais j'aime l'idée que dans une transaction, très souvent, les meilleures transactions, c'est quand il y a un intermédiaire. Voilà. Et j'adore être l'interface de d'être une espèce de go-between entre l'entreprise et les médias. Voilà. C'est vraiment, moi, je ne me sens absolument pas diminuée par ce rôle. C'est un rôle que j'exerce avec passion et que j'optimise et que je perfectionne chaque jour. Parce qu'il y a plein de choses qu'on peut apprendre aujourd'hui avec les marques, avec la gestion des marques. C'est passionnant. Et je crois que les femmes doivent apprendre à se faire confiance. C'est pour ça, on parlait tout à l'heure d'audacieuse. Il faut avoir de l'audace. C'est la seule oxygène aujourd'hui pour se lever le matin et se dire, mon Dieu, que la vie est belle, quoi. Alors Anne, toi qui as des filles, hein, si j'ai bien compris, qui Non, doivent. j'ai les deux. Oui, mais Garçon, fille, garçon. voilà, mais tu as des filles. Donc ces filles, est-ce qu'elles te ressemblent? Est-ce qu'elles sont emblématiques, si je puis dire, de leur génération? Comment tu perçois les femmes aujourd'hui de la trentaine, ce qui est peut-être leur cas? Alors, elles sont très différentes de ma génération parce que moi, j'aime bien dire que c'est un peu une génération moite-moite. C'est-à-dire, les filles d'aujourd'hui, entre 30 et 40 ans, mères de famille qui travaillent, elles ont une gestion de la vie quotidienne très différente de celle de ma génération. C'est-à-dire que j'ai vidé le lave-vaisselle hier, tu vides le lave-vaisselle aujourd'hui, j'ai suspendu la lessive, tu le fais aujourd'hui, j'ai fait le marché la semaine dernière, c'est à toi de le faire. Voilà, moi, ma génération, on faisait tout. On avait plutôt des maris, et c'est valable franchement pour mes copines, c'est à peu près pareil, qui étaient plus investis sur la vie professionnelle, s'occupent des impôts, des assurances, des voitures, etc. Mais la vie quotidienne, c'est pas trop leur fort. Et nous, on a déjà vu cet exemple-là avec nos propres parents. Donc, on a un peu reproduit le même schéma. Moi, ma fille, son mari, il cuisine, il s'occupe des enfants. Je suis assez fascinée, mais quand je vois mes deux garçons, il est hors de question que mes deux belles-filles fassent tout. Et voilà, ils sont obligés. Et il y en a qui sont... Alors, ce qui est très surprenant, c'est qu'il y a des hommes qui sont plus doués que d'autres. Et je regardais un sketch d'humour américain et qui parlait des box et qui disait qu'en fait les femmes étaient multitâches et que les hommes étaient monotâches. Et je crois que c'est assez vrai quand même, parce qu'il y a qu'une femme qui est capable de faire mijoter un ossobuco en même temps qu'elle a mis un lave-vaisselle en route, en même temps qu'elle a suspendu une lessive et en même temps qu'il y a un enfant qui est en train de réviser sa leçon et qu'elle fait réciter. Voilà, donc je pense que ça, c'est la charge mentale des femmes. Et alors, selon toi, quelles sont les aspirations de ces femmes? Puisque là, on parle de vie quotidienne, mais est-ce que tu as le sentiment que les aspirations sont différentes? Est-ce qu'elles misent autant sur leur vie professionnelle, par exemple? Non, moi je pense que elles revendiquent un art de vivre et une façon de vivre. Elles sont plus prêtes à vivre dans des lieux trop petits ou étriqués. Il y a un retour, ce qu'on appelle les néo-ruraux aujourd'hui. Donc un retour dans des petites villes de province, à une vie plus saine, plus basée sur l'autosuffisance, où on va plus consommer local, on va faire attention. En plus, c'est une génération qui est très très investie sur l'environnement. Donc, je pense que quelque part, c'est un petit peu leur façon de nous montrer qu'on a vraiment tout faux, parce que c'est une façon aussi de revendiquer leur existence. Comme tous les enfants du monde et toutes les générations du monde, ils veulent montrer à leurs parents qu'ils sont plus forts qu'eux. Mais on l'a fait nous aussi. Moi, je l'ai fait vis-à-vis de mes parents pour d'autres sujets. Et donc, en fait, la seule différence fondamentale, c'est que je sais pas si j'ai été plus forte que mes parents, mais il y a une certitude, c'est que nous, on a été très mauvais dans la gestion de l'environnement depuis 30 ans. Ça, c'est 30-40 ans. C'est aussi une leçon. C'est-à-dire, moi, j'apprends avec ma fille, par exemple, voilà, des choses que je mets en pratique, une façon de faire, une façon de consommer. Alors, consommer non, parce que j'avais une mère avant-gardiste
qui m'a fait vivre toutes mes années d'enfance dans les magasins de la Vie Claire parce qu'elle était bio avant l'heure. Donc on a toujours consommé des produits sans pesticides. Faire son marché était un cauchemar. Il lui fallait 4 heures pour aller chercher le beurre à tel endroit, la viande à un autre endroit, les légumes à un autre endroit. Voilà, donc j'ai quand même baigné là-dedans et j'ai transmis ça, je crois, aussi à mes enfants. Alors, dernière question, Anne, parle-nous de la femme de 64 ans que tu es. Qu'est-ce qu'elle fait, cette femme? C'est quoi sa vie aujourd'hui et quels sont ses loisirs? Alors, ma vie aujourd'hui, c'est d'essayer de tout concilier. Comme je dis souvent, concilier l'inconciliable, c'est-à-dire active, femme, épouse, mère, grand-mère, et puis citoyenne. Voilà. Donc, ça fait beaucoup de choses. Pas toujours facile de tout mélanger, et de tout mettre dans le bon ordre, mais oui, j'ai un bonheur fou à être avec mon mari, un bonheur fou à retrouver mes enfants et un bonheur fou à m'occuper de mes petits-enfants. Euh, les loisirs, j'ai découvert la moto il y a 5 ans et j'adore ça. C'est-à-dire j'adore être avec mon mari sur une grosse bécane et voilà, humer l'air ambiant, découvrir des endroits. Je sais pas, c'est quelque chose. Et puis cette envie de toujours découvrir quelque chose. En plein Covid, un soir, on a pris une feuille de papier et on a écrit tous les pays qu'on avait envie de visiter. Voilà. Donc évidemment, c'était pas le moment, mais on est plein d'envie, plein de. Je crois que la seule façon de bien vieillir, si on peut parler de vieillissement, et justement, il y a une anecdote. Un jour, il y a quelques années, ma fille m'a dit que c'était le dernier tiers de ma vie. Ça m'a fait un coup pas possible d'imaginer qu'effectivement, il me restait plus qu'un tiers. Et puis samedi dernier, on est allé dîner chez un couple d'une 40aine d'années et on parlait de ça. Et lui me dit comme ça, mais est-ce que vous réalisez tout ce que vous avez construit depuis presque 40 ans et vous dire qu'il vous reste presque autant à vivre? Et là, du coup, je me suis dit, mais c'est vrai au fond. C'est un truc de dingue. On a peut-être 30 ans devant nous et qu'est-ce qu'on va pouvoir faire comme truc? Donc voilà, c'est toujours l'envie d'avancer, de construire, de rencontrer, de partager, d'inventer. Voilà. Bah écoute Anne, je te remercie pour ce témoignage. C'est un très joli portrait d'une femme de plus de 60 ans qui effectivement démontre qu'il est possible de faire plein de choses, y compris après 50 ans, y compris après 60 ans, que ce soit sur le registre professionnel ou le registre personnel. Merci infiniment Anne, je te le confirme, tu es bien une audacieuse, je crois que tu l'as toujours été. En tous les cas, tu as un élan de vie formidable qui, j'en suis certaine, portera beaucoup de personnes et notamment tous ceux et celles qui nous écouteront. Merci beaucoup Anne. Merci beaucoup. Au revoir. Merci d'avoir écouté avec nous ce nouveau numéro des Audacieuses. J'espère que vous avez passé un bon moment et que je vous retrouverai dans 15 jours pour une nouvelle vie et un nouveau défi. N'hésitez pas à vous abonner et même à nous mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Vous pouvez aussi découvrir ou redécouvrir toutes nos Audacieuses, disponibles sur toutes les plateformes d'écoute de podcast et sur celle de podcastersmedia.com.